Info. Film Soir. Le nec plus ultra de l'actualité du jour. Préparé et servi par la rédaction politique. Emmanuel Milimouno. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité au programme de Film FM. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information qu'on va ouvrir tout de suite. Voici le sommaire. C'est désormais officiel. L'ex-ministre de la Santé poursuivi. Injonction plutôt aux fins de poursuites judiciaires donc contre l'ex-ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Mamadou Pété Diallo, et d'autres personnes dont les identités ne sont pas encore connues seront poursuivis pour des faits de corruption présumée, enrichissement illicite et concussion au préjudice de l'État. On fera le point complet sur cette actualité qui agite le pays depuis maintenant 24 heures. Pendant ce temps, au sein du cadre de dialogue inclusif interguinéen, ça sent le roussi, la convergence des acteurs sociopolitiques s'est insurgée ce mercredi contre une décision du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Vous allez le voir, elle est en rapport avec le programme national de recensement à vocation d'état civil. Et pendant ce temps, de l'autre côté, on célébrait aujourd'hui donc la commémoration du 22 novembre 1970, 53 ans jour pour jour, depuis que des troupes portugaises tentaient d'envahir en vain la Guinée dirigée par Sékou Touré, le PDG RDA, a commémoré ce moment avec beaucoup d'activités. Un peu de sport, ça ferait du bien pour se détendre. La Ligue professionnelle de football a lancé ce mercredi donc la première journée du championnat de Ligue 1. Il s'agit de la saison 2023-2024. Voici donc pour le sommaire de cette session d'information à tous. Merci de nous rejoindre. Bienvenue à tous. Film FM, le journal. C'est désormais officiel, l'ex-ministre de la Santé et de l'Hygiène publique est dans le collimateur de la justice. Le ministre Alphonse Chalwright a décerné des injonctions aux fins de poursuites judiciaires contre Dr Mamadou Pété Diallo. Lui et d'autres personnes dont les identités ne sont pas encore connues feront l'objet d'une procédure judiciaire pour des faits présumés de corruption, enrichissement illicite et concussion au préjudice de l'État. Les faits portés à sa charge sont en relation avec des commandes de médicaments à la société ZMC pour lesquelles des exonérations auraient été effectuées sur fond de corruption, de détournement des deniers publics et d'enrichissement illicite selon le communiqué du ministre. Le ministre de la Justice ajoute que les documents justificatifs en rapport avec ce contrat n'ont jamais été joints à la demande d'exonération. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique est aussi accusé dans l'affaire portant concession de l'hôpital national donc à Eiffage où aucun contrat n'aurait été soumis. Il y a également l'affaire portant sur l'acquisition de vaccins dans le cadre de la campagne de vaccination dans laquelle des faits présumés de corruption sont révélés par des documents comptables selon le garde des Sceaux. On reste toujours sur cette affaire pour rappeler que donc à travers un décret hier mardi à la télévision nationale, le chef de l'État a limogé Dr Mamadou Pété Diallo de la tête du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Il a été remplacé dans la foulée par Dr Omar Djoueba, jusque-là directeur national de la pharmacie et du médicament. Le limogeage de Dr Pété Diallo a suscité beaucoup de réactions sur de nombreux acteurs qui ont d'ailleurs invité plus tôt dans la journée le gouvernement à communiquer sur les motifs de son départ du gouvernement. Mamadou Boy Diallo. Dr Mamadou Pété Diallo n'est plus ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Il a été limogé mardi soir et remplacé par Dr Omar Djoueba, jusque-là directeur national de la pharmacie et du médicament. Son limogeage suscite des réactions. Hamidou Bari, président du Parti citoyen pour la défense des intérêts collectifs, invite le gouvernement à communiquer sur ce qu'on lui reproche. Et j'estime que si le ministre Pété est demi, j'interpellerai le gouvernement officiellement de le communiquer sur quoi il est incriminé. Autre réaction, c'est celle d'Ibrahima Balaya Diallo, porte-parole des forces sociales de Guinée, qui se dit surpris par le limogeage du ministre Pété Diallo. C'est une surprise, le limogeage, on n'attendait pas qu'il soit passé. C'est vrai que la crise qui vient d'avoir lieu au niveau de Madina avec les pharmacies par terre, c'est vrai que ça a été peut-être un déclic. Ibrahima Balaya Diallo ne croit plus à la volonté du CNRD de lutter contre la corruption avec le scandale lié aux 2 millions de dollars au ministère des Mines et de la Géologie. En revanche, Hamidou Bari, président de l'Alliance nationale pour le changement, invite les autorités de la transition à lutter contre la corruption sous toutes ses formes. Nous interpellons les autorités de la transition pour faire de leur cheval de bataille la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite des deniers publics. Pour rappel, Dr Mamadou Pété Diallo a été nommé ministre de la Santé en octobre 2021. Il a longtemps servi au sein du système des Nations Unies.
Au lendemain donc de ce décret de limogeage concernant le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, les travailleurs du ministère, eux, ont été empêchés par les forces de l'ordre très tôt ce mardi matin d'avoir accès aux locaux du département. Cette situation qui est intervenue le lendemain du limogeage du désormais ancien ministre de la Santé a été débloquée quelques heures après, mais un pick-up de la gendarmerie est resté tout de même stationné à l'entrée du département avec quelques gendarmes qui procédaient aux fouilles des personnes qui entraient et sortaient de l'immeuble. Abouakar Sidiki Kamara nous en dit plus. C'est contre toute attente que les travailleurs du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique se sont vus refuser l'accès de leur lieu de travail ce mardi matin par des gendarmes dont le pick-up était stationné juste à la rentrée principale de leur département. Une situation qui a failli dégénérer vu qu'aucune raison valable n'aurait été signifiée aux travailleurs. Un mouvement qui n'a été que de courte durée puisque quelque temps après l'accès leur a été finalement autorisé. Tout de même, le pick-up de la gendarmerie est resté stationné devant le département. À la rentrée principale de l'immeuble, les agents des forces de l'ordre procédaient à la fouille systématique des personnes avant d'accéder aux locaux du ministère. Une façon, selon une source, d'empêcher certains travailleurs de sortir avec un quelconque matériel appartenant au département. Une situation qui serait en lien avec le limogeage du ministre Mamadou Pété Diallo. Le désormais ancien ministre de la Santé serait poursuivi pour des faits présumés de détournement de deniers publics. Les informations concernant son arrestation ont été même distillées au sein de l'opinion. Mais cela a été vite démenti par une de nos sources. D'ailleurs, elle nous a signifié avoir parlé avec le concerné qui se trouve à Kaloum et il pourrait même prendre part à la passation de service qui était prévue cet après-midi. Pour être tout à fait complet donc sur ce sujet, il faut rappeler que le nouveau ministre de la Santé et de l'Hygiène publique est arrivé en ce moment au siège du département. Dr Oumar Djoué Ba, le nouveau patron donc du département, est accompagné du premier ministre chef du gouvernement Dr Bernard Goumou et plusieurs autres membres du gouvernement. L'ancien directeur national de la pharmacie et du médicament sera directement installé dans ses fonctions. Celui qu'il remplace à ce poste donc, Dr Mamadou Pété Diallo, n'est pas présent à la cérémonie. Il n'y aura donc pas formellement de passation de service, mais d'installation. La convergence des acteurs sociopolitiques, vous l'avez compris, dans le cadre du dialogue inclusif interguinéen s'insurge contre le communiqué du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation relatif au recrutement de 39 ONG pour la sensibilisation sur le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. Elle a fait savoir ce mercredi au cours d'une conférence de presse à Conakry. La même plateforme dirigée par Dr Ibrahima Sori Diallo dit ne pas comprendre le refus du CNT de soumettre l'avant-projet de la Constitution. Elle exige par ailleurs l'annulation du communiqué du MATD, la nomination du coordinateur de PNRAVEC et le respect du chronogramme de la transition. Sekou Diaté Akamara. La volonté du ministre de l'administration du territoire de recruter des ONG pour la sensibilisation sur le PNRAVEC relève d'une démarche unilatérale, attaque la convergence des acteurs sociopolitiques. Oye Biavogui porte sa voix. La convergence des acteurs sociopolitiques engagés dans le cadre du dialogue, lors de son assemblée générale extraordinaire du mardi 21 novembre, a constaté avec regret la démarche unilatérale et méprisante du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation sur le non-respect des accords du cadre du dialogue entre les acteurs sociopolitiques et le CNRD. Pour mieux étayer ces récriminations à l'encontre du ministre Amori Kondé, la plateforme dirigée par Dr Ibrahima Sori Diallo dresse les constats suivants. 1. Depuis la mise en place du Comité national de suivi des résolutions du cadre du dialogue, ce ministre ne s'est jamais présenté aux sessions du dit comité. 2. Le refus catégorique de mettre en place l'Observatoire national des élections. 3. Le refus de nommer un coordinateur du PNRAVEC dont il s'adjuge la coordination en flagrante violation des textes en dépit de l'adoption des 2 textes réglementaires par le CNT. 4. Le refus d'organiser des sessions d'échange et d'information avec la classe sociopolitique sur l'exécution et le niveau de mise en œuvre du chronogramme de la transition. Les conférenciers ont aussi ouvert une brèche sur le CNT au sujet de l'avant-projet. Nous profitons de cette conférence pour indiquer également que le CNT refuse aussi de soumettre l'avant-projet de la Constitution conformément à ses engagements originels. La convergence des acteurs sociopolitiques engagés dans le cadre du dialogue inclusif interguinéen exige la correction de tous ces manquements dans un bref délai. Sinon, elle se réserve le droit de demander le départ de Mori Kondé à la tête du MATD pour insuffisance professionnelle, a prévenu Oye Biavogui en présence de ses camarades de lutte. L'identification des enseignants contractuels communaux a commencé ce mercredi dans plusieurs régions. Cette opération, qui prendra plusieurs jours, va permettre de connaître le nombre exact de ces contractuels avant de procéder au paiement de leurs primes d'encouragement. Joint au téléphone ce mercredi par notre rédaction, certains contractuels ne cachent pas leur satisfaction. Par contre,
Un des missionnaires déplore le comportement de certains responsables d'école qui, selon lui, veulent compromettre le travail. Moussa Doré promet cette fois que seuls les enseignants en situation de classe depuis l'année dernière seront enrôlés sur la liste. Bani Sidibé. C'est un ouf de soulagement pour les enseignants contractuels qui, depuis plusieurs semaines, attendaient l'application du protocole d'accord signé le 27 octobre dernier. Ce protocole précise que le processus d'engagement des contractuels commencera par leur identification. À Boké, ce processus a effectivement commencé, annonce le coordinateur des enseignants contractuels de cette région. Aboubakar Halim Souma explique comment cette identification se passe. Tous les documents de l'année précédente qui est demandé d'abord d'avoir fini de contrôler ça, il y a une carte qu'on remplit pour tout un enseignant contractuel qui est dans les normes. Et en même temps, on prend l'enseignant, on le présente devant les élèves. Une fois que les élèves reconnaissent l'enseignant, ils passent au tableau, on l'identifie. On est en train de très bien faire quand même le travail. Le président du collectif des professionnels de l'éducation est parmi les missionnaires. Il a été déployé à l'Abbé pour procéder à l'identification des enseignants contractuels. Moussa Doré précise que l'objectif de cette mission est de connaître le nombre exact des contractuels. La mission d'identification va passer école par école pour identifier chaque contractuel selon l'espace, son école, sa matière qu'il enseigne, les documents pédagogiques qu'il a. Nous, on a 15 jours de travail. Après les 15 jours de transmission qui va évaluer sera sur le terrain parce qu'il faut identifier les gens pour savoir qui est sur le terrain et qui ne l'est pas. Et ce n'est qu'après ça maintenant qu'on pourrait parler de concours. Moussa Doré annonce que dans leur travail, ils ont déploré le comportement de certaines autorités communales et responsables d'école. On constate que beaucoup de directeurs en complicité avec certains responsables de la mairie sont en train d'attribuer de nouveaux contrats aux enseignants qu'ils ont recrutés cette année. Nous leur avons dit un enseignant qui n'a pas été enseignant l'année dernière. Nous ne tarderons pas à le mettre à la disposition des autorités. À en croire les missionnaires, c'est après l'identification des contractuels qu'interviendra leur paiement de 2 mois de prime d'accompagnement. 22 novembre 1970, 22 novembre 2023, voilà 53 ans jour pour jour que des troupes portugaises tentaient en vain d'envahir la République de Guinée, dirigée alors par le feu président Ahmed Sékou Touré. À cette occasion, l'ancien parti au pouvoir, en l'occurrence le PDG RDA, a organisé ce mercredi une cérémonie de commémoration de la victoire du peuple de Guinée contre ce qui apparaissait comme une représaille de la France suite au nom du 28 septembre 1958. En effet, pour cette 53e année, ce sont les cases de Bellevue qui ont abrité ces événements historiques. Mamadou Asmio Diallo. C'est par cette lecture du Saint-Coran qu'a débuté cette cérémonie de commémoration de l'an 53 de l'agression portugaise contre la République de Guinée. Lutte du feu président Sékou Touré, celle-ci était claire. Le 22 novembre 1970, l'impérialisme international à sa tête, le Portugal, l'Allemagne, la France ont agressé le vaillant peuple de Guinée pour avoir dit non le 28 septembre 1958. Se souvenant de cette invasion comme si cela se passait aujourd'hui, Antaché Condé revient sur les circonstances de ces événements tragiques. Pour eux, il est toujours ici, là où nous sommes, les cases de Bellevue. Il a pris sa voiture, il est parti au palais. Ils sont venus, ils ont bombardé ici. L'ambassadeur qui était là, alors en rendant compte à Bonn, a dit que le coq est cuit. Il parle du responsable suprême de la révolution, le président Sékou Touré. Interrogé sur le fait que cette journée ne soit pas consacrée comme une journée nationale de la liberté africaine, Oyebe Avogui, secrétaire général par intérim du PDG RDA, répond. Pour nous aujourd'hui, si le 22 novembre ne fait pas partie des journées consacrées comme journée nationale de la liberté africaine, donc pour nous, nous ne pouvons qu'encourager les autorités à aller dans ce sens-là. À noter que cette cérémonie s'est terminée par la pose d'une gerbe de fleurs, des prières et des bénédictions pour les personnes disparues lors de cette attaque. Le roi d'Angleterre Charles III a fêté son 75e anniversaire le 14 novembre dernier. En Guinée, l'ambassade de la Grande-Bretagne a tenu à immortaliser cet événement en le célébrant en différé. Il a convié à cet effet hier mardi plusieurs représentations diplomatiques accréditées à une rencontre au cours de laquelle John Marshall a magnifié leur régime politique. Je vous invite à l'écouter.
Nous avons assisté en direct au moment exact où, à l'abbaye de Westminster, la couronne a été placée sur la tête de notre nouveau souverain. Ce jour, nous nous sommes réjouis de son accession au trône et ce fut également une occasion de plus de méditer sur les 70 années que notre défunte reine Elisabeth II a dévouées à servir notre pays. Nous sommes un pays qui valorise ses traditions, y compris notre monarchie, qui continue d'être une source de force, de fierté et de réconfort pour nos citoyens et notre nation. Toutefois, ce n'est pas dans notre monarchie que réside le pouvoir. Nous sommes une démocratie et nous sommes fiers du dynamisme de notre Parlement, de l'indépendance de notre système judiciaire, de la liberté de nos médias et de la force de notre société civile. Dans un monde où l'autoritarisme semble gagner du terrain, nous continuons de croire que la démocratie est la meilleure forme de gouvernement et que le pouvoir doit finalement appartenir au peuple. Les gouvernements et les dirigeants gagnent leur légitimité en étant élus par le peuple lors d'élections libres et équitables. Et en 2024 se tiendront au Royaume-Uni les élections qui détermineront quel parti formera ou quel parti formeront le gouvernement et qui sera notre nouveau Premier ministre. Dans son discours, il a aussi mis l'occasion à profit pour parler de la nature de la collaboration entre le Royaume-Uni et la République de Guinée. Selon John Marshall, des opportunités s'offrent aux deux pays. Je vous propose de l'écouter à nouveau. Si vous cherchez les partenaires, nous sommes disposés à travailler avec vous. Le partenariat que nous offrons est moderne. C'est un partenariat économique et non pas une collaboration basée sur l'aide au développement bilatéral. Ceci étant dit, la Guinée continuera de bénéficier des sommes importantes d'aide au développement que nous canalisons à travers des institutions multilatérales et je saisis cette occasion pour saluer l'excellent travail accompli par nos amis du système des Nations Unies, des institutions financières multilatérales, de Gavi, des fonds mondiaux et d'autres organisations internationales en Guinée en notre nom. Pour que notre partenariat économique soit efficace, il doit y avoir un intérêt des gouvernements et des entreprises des deux côtés, ce qui est déjà le cas. Je suis fier non seulement de l'ampleur des investissements réalisés par Rio Tinto, une entreprise anglo-australienne dans le projet Simandou, mais aussi de son engagement inébranlable à créer autant d'emplois et d'opportunités commerciales que possible pour les Guinéens. Rio Tinto Simfer emploie maintenant plus de 4000 Guinéens et cette année seule a contracté plus de 320 millions de dollars en Guinée, dont 162 millions de dollars avec des entreprises guinéennes. Immersion ce mercredi au grand marché de Madina, quelques jours après la descente musclée des forces de l'ordre pour traquer les vendeurs de médicaments impropres à la consommation. Depuis vendredi dernier, date de début de l'opération, magasins et boutiques de vente de médicaments sont toujours fermés. Des commerçants impactés par cette situation condamnent la méthode employés par les services de sécurité. Toutefois, ils demandent aux autorités de leur permettre d'écouler le stock de produits qui leur reste. Nos reporters Alcini Diallo et Ibrahima Diallo y ont fait un tour. Nous ne sommes pas les seuls ici, on ne vend pas la drogue, on ne vend pas les armes, mais comment on peut nous confisquer de la façon? C'est vraiment alarmant. Ce cri de cœur de ce vendeur de médicaments qui a requis l'anonymat est aussi celui de la plupart de ses collègues. Contraint à fermer ses locaux depuis vendredi, cet homme n'en revient toujours pas. C'est brusquement on a vu ces gens-là le vendredi matin, brusquement, sans avertissement, sans information, ils sont venus nous dire de fermer. Tout le monde a fermé. Vous avez constaté les boutiques de barricades, les boutiques, tout est fermé. Et là maintenant, ils ont commencé à casser les magasins. Allez sur la route Niger, là, vous allez trouver tous les magasins qui sont là-bas sont défoncés. L'argent qui se trouve là-bas, ils ont tout pris. Les médicaments qui sont là-bas, ils ont tout pris. À Madina, ils sont nombreux qui ne digèrent pas la situation. Difficile pour eux de joindre les deux bouts car leurs magasins restent toujours cadenassés sous l'œil vigilant des forces de l'ordre. Là où nous vous parlons comme ça, là, même le prix de nos dépenses pour aller au transport, aller-retour, c'est impossible. Nous prenons avec certains amis parce que les collègues sont là. Nous prenons avec eux, ils nous donnent, franchement c'est comme ça. On les dit de nous créditer de 50 000, de 10 000, de 20 000 pour qu'on puisse faire notre temps. Parce que nous on est habité ici. Faire quoi? Pourtant nous ne voulons pas partir mourir dans l'eau aussi. Sur les lieux, des jeunes vendeurs de médicaments passent leur temps à ne rien faire.
C'est pourquoi cet autre homme qui a aussi gardé l'anonymat demande aux autorités d'être indulgentes. Demandons à Doumbouya de nous donner le temps pour qu'on puisse au moins liquider ce que nous avons. Parce que les marchandises que vous voyez là, c'est au niveau du port ou bien dans les frontières. On laisse rentrer. Maintenant qu'on nous donne le temps, on liquide, on dit maintenant on ne vient pas. Ou bien on vient, on dit vraiment voilà les bons produits qu'on doit vendre, voilà ce qu'on ne doit pas vendre. Ça va augmenter l'emploi même parce que nous qui sommes là, nous sommes des jeunes employés. Pour rappel, c'est vendredi dernier que l'opération de traque contre la vente illicite des médicaments a repris à travers le pays. Au cours de cette opération, plusieurs personnes ont été interpellées à Madina et des centaines de boutiques fermées à travers le pays. Pendant ce temps, le secrétariat exécutif du Comité national de lutte contre le sida a fait le point ce mercredi sur la courbe de cette pandémie en Guinée. Selon le patron du Comité national de lutte contre le sida, 126 000 personnes souffrent présentement du sida en Guinée. Toutefois, a indiqué Dr Abbas Diakité, le taux de prévalence de la maladie est en baisse dans le pays avec 1,5% contre 1,7% dans un passé récent. Il a ajouté que la région de Conakry est la plus touchée. Je vous propose de l'écouter. Le premier élément que vous devrez savoir, c'est la prévalence du sida en Guinée. Et cette prévalence à date est 1,5%. Ça veut dire que la prévalence a connu une baisse en Guinée. Parce qu'un passé récent, cette prévalence était à 1,7. Cela est extrêmement important parce que c'est un indicateur phare pour nous pour évaluer les progrès en matière de lutte contre le sida. Selon les estimations aussi du Spectrum, qui est un logiciel, le nombre de personnes vivant avec le VIH en République de Guinée aujourd'hui est de 126 000 personnes. Et il faut savoir aussi que dans notre pays, l'épidémie du sida se féminise. Parce que si la prévalence à l'échelle nationale est 1,5%, cette prévalence chez les femmes est 1,6% et chez les hommes 1,3%. Il y a une inégalité en matière de prévalence selon les régions. Actuellement, la région de Conakry est la région la plus affectée à cause du caractère cosmopolite de la ville de Conakry. Et Conakry est suivie par la région de Boké. Et la raison est très simple. Actuellement, il y a le développement de beaucoup d'activités minières au niveau de Boké. Ce point sur le sida en Guinée a été fait à la faveur de la conférence de vulgarisation du rapport mondial 2022 de l'ONU-SIDA. Son directeur pays revient sur les grandes lignes de ce rapport. Dr Job Sagbouan est au micro de Sékou Diaté Yakamara. Il y a 4 choses à retenir de ce rapport. Le premier point à retenir, c'est qu'il y a d'énormes progrès qui ont été faits, mais le sida n'est pas fini. Dans le monde, on peut compter encore 360 000 nouvelles infections par an en 2022. Deuxième point à retenir, c'est qu'il est possible aujourd'hui de mettre fin au VIH-Sida. Le troisième point qu'il faut retenir, c'est que ce rapport nous indique la voie à tous les pays pour mettre fin à l'épidémie du VIH-Sida comme problème de santé publique d'ici l'an 2030. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses à faire, c'est un leadership fort. Et il faut que ce leadership soit concrétisé dans les actes. Le quatrième point à retenir, je l'ai déjà abordé très rapidement, c'est le rôle des communautaires. Aujourd'hui, on connaît le rôle que ces communautaires ont joué et le rapport met l'accent dessus. Avec l'avancée de la technologie, ils peuvent faire beaucoup, mais ils ont besoin d'être capacités. Après Conakry, la semaine nationale de la sécurité routière a été lancée ce mercredi dans la région administrative de Kindia, placée sous le thème « Respect du code de la route, sécurité pour tous ». L'événement a mobilisé plusieurs hauts cadres du gouvernement, directeurs nationaux, autorités locales et citoyens du Kania. Cette campagne de sensibilisation des citoyens et usagers de la route sur le respect scrupuleux du code de la route se tiendra du 22 au 29 novembre 2023 à la Maison des Jeunes de Kindia. Rachid Kamara. La 10e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière a été lancée ce mercredi 22 novembre à Kindia. Elle est organisée par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile à travers l'Agence guinéenne de la sécurité routière. Cette cérémonie, placée sous le haut patronage du gouvernement du CNRD, vise à sensibiliser les citoyens et usagers afin de réduire le cas d'accident sur la route. Cette campagne de sensibilisation qui a débuté ce matin à la Maison de Jeunes se poursuivra jusqu'au 29
novembre prochain. La cérémonie d'ouverture des travaux a été placée sous la présidence d'honneur de Félix Lama, ministre des Transports. Il est important qu'en matière de sécurité routière, nous puissions réfléchir sur les stratégies, sur les initiatives qui vont réduire le taux d'accident sur nos routes. Après 20 ans que le contrôle technique n'existe pas dans notre pays, aujourd'hui, nous avons relancé le contrôle technique qui a commencé, notamment des conducteurs de tricycles, de mototaxis. Il est important de former les gens, de sensibiliser les gens à la sécurité routière. C'est un devoir, mais c'est une obligation aussi. Dans l'ordre de l'agence guinéenne de la sécurité routière. Le choix de Kindia n'est pas fortuit. Encore une fois, vous savez que aujourd'hui, en tout cas depuis 2-3 années, la majorité des accidents de circulation, c'est sur l'axe Conakry-Kindia. Donc c'était